stop. D'abord, la majorité présidentielle se félicite de sa large victoire dans les provinces démembrées, cas de l'ex-Katanga, où toutes les nouvelles provinces ont été presque raflées par la majorité présidentielle. À l'UNAFEC, l'on exprime une grande satisfaction, mais ce succès va-t-il être pérennisé lors de prochains scrutins? Nous aurons la réponse tout à l'heure avec Maître Roger Lossala. Il est vice-président de l'UNAFEC. Avec lui, nous aurons également à aborder d'autres sujets d'actualité. Et puis, le mois de mars s'est clôturé avec un grand rassemblement vendredi des femmes de l'administration publique. L'occasion a été donnée au président de l'intersyndicale de l'administration publique de moraliser, de conscientiser, mais également de sensibiliser les femmes agents de l'État. Mais pourquoi mener cette action? Eh bien, nous aurons la réponse tout à l'heure avec Fidel Kiyangi. Il est président de l'INAP. Voilà, madame, messieurs, en gros, c'est à quoi ressemble la première partie de 2 heures de news. La deuxième partie intervient tout à l'heure avec la grande édition du journal télévisé tout à l'heure, donc à 19 h juste heure de Kinshasa. Sans plus tarder, je m'en vais prendre notre premier invité, comme annoncé tantôt. Il s'agit de Maître Roger Lossala, qui a déjà pris place sur ces plateaux, à qui j'ai dit d'ailleurs bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, je l'ai dit tantôt, vous êtes vice-président de l'UNAFEC. Il y a Premier vice-président national. Voilà, premier vice-président national pour une précision. Alors, il y a plus d'un mois, depuis que vous avez installé votre quartier général dans le Haut-Katanga, c'était pour vous assurer de la victoire à l'élection de gouverneur de nouvelle province? Merci beaucoup, madame, pour la question. Vous savez très bien que la politique qui a été menée ces derniers temps a été justement dominée par la question des élections des gouverneurs. Il a été question pour la majorité présidentielle de s'y préparer en conséquence par rapport à ça. Ce n'était pas aussi une question aussi de se préparer, mais c'était aussi une question pour nous de la majorité de consolider cette volonté, cette majorité présidentielle que nous avons au niveau de l'ex-province du Katanga. C'est ce qui a justifié notre descente sur le lieu et c'est ce qui a aujourd'hui fait la joie de l'ensemble des acteurs politiques de la majorité présidentielle lorsque nous avons raflé toutes les 4 provinces. Justement, est-ce que le jeu était démocratique puisque l'opposition vous accuse d'avoir intimidé des députés nationaux, voire menacé quelques candidats pour qu'ils se retirent de la course? Vous savez, le rôle de l'opposition au niveau de notre pays, c'est seulement les accusations, sans aucun autre moyen de preuve qu'ils peuvent amener devant la population. Ils ont dit que ce n'était pas démocratique, mais nous avons vu certains acteurs politiques de l'opposition qui ont amené au niveau de Tanganyika, au niveau de Lubumbashi, des journalistes étrangers, notamment les journalistes de RFI, les journalistes de RTBF, les journalistes des Voix de l'Amérique. Et c'est là parce qu'ils n'avaient pas confiance aux journalistes congolais. Alors, ils sont allés faire recours. Peut-être que c'était juste pour une large couverture, maître. Non, donc, cela veut dire tout simplement que les journalistes congolais ne font pas son travail comme il faut. Or, nous, de la majorité, nous faisons confiance d'abord aux Congolais. Nous faisons confiance aux journalistes congolais. Ils ont amené ces gens-là pour couvrir, justement, comme vous venez de dire, cette opération de vote. Donc, et si le jeu n'était pas démocratique, je pense que vous les connaissez bien, ça allait faire l'objet des critiques dans les médias étrangers. Et si vous avez suivi cette opération-là, vous allez remarquer qu'il y a même un qui a été appelé par une journaliste des RFI pour dire « vous avez échoué démocratiquement, acceptez le verdict ». Donc c'est le rôle de l'opposition d'accuser à tort la majorité de pouvoir intimider. Qui a amené les 30 000 $ à chaque député? Est-ce c'est la majorité ou c'est l'opposition? Parce que ce sont les députés provinciaux de 2 provinces ou de 4 provinces qui ont eu à dénoncer que les membres du G7 avaient amené 30 000 $ pour chaque député. Est-ce que ça, vous en avez parlé? C'est aussi une question. Donc, il faut avoir le réflexe de considérer d'abord ce que vous faites avant de pointer le doigt à l'autre.
Donc l'ex-Katanga est totalement sous contrôle de la MP. Quelles leçons vous tirez de ces succès, maître? C'est une occasion pour nous, les acteurs de politique de la majorité présidentielle, de pouvoir d'abord saluer le leadership du chef de l'État, Joseph Kabila, qui, une fois de plus, vient de démontrer à travers cette opération de vote sa majorité consolidée au niveau des provinces. La leçon que nous pouvons tirer de ce qui vient de se passer, c'est justement la leçon de l'histoire. C'est-à-dire que le peuple congolais, que l'opinion tant nationale qu'internationale puisse se souvenir que la confiance que le chef de l'État bénéficie au sein des acteurs politiques, au sein de la population, c'est une confiance de sainteté, une confiance qui n'a pas un soubassement comme de l'argent. Donc c'est une confiance en l'homme, dans ce qu'il fait, dans son programme, dans sa vision pour le développement de ces pays. Et pourquoi, selon vous, maître, la MP a eu à mobiliser autant de cadres pour superviser l'élection du gouverneur? Apparemment, vous avez trop douté de vos candidats. Nous sommes en politique, madame, mais vous suivez la politique à travers le pays. Donc aucun pays ne peut mobiliser le cadre du parti politique, de son parti, pour, disons, encadrer un événement. Donc c'est tout à fait normal. C'est parmi les stratégies des partis politiques, c'est parmi les stratégies de regroupement politique, c'est-à-dire d'encadrer cette volonté politique jusqu'au bout. Même si vous allez aux États-Unis, vous allez suivre les événements à travers les médias. Vous voyez que c'est une mobilisation par les partis politiques, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, c'est tout à fait normal. Donc ce n'est pas du nouveau chez nous. Et de manière générale, la majorité a signé un carton plein. Cela va-t-il se pérenniser, d'autant plus que, vous le savez comme moi, plusieurs partis avaient refusé de compétir? Écoutez, il y a un cahier de charges par rapport à la discipline au sein de la majorité présidentielle, imprimé par les chefs de l'État, que nous sommes en train de suivre. Et il est question pour nous, d'abord, d'avoir cette victoire et par après consolider cette victoire par des actions concrètes, par la politique qu'aujourd'hui nous sommes en train de suivre, la politique de pouvoir donner à la population la vraie réalité de ce qu'on a décidé au niveau de Kinshasa par le chef de l'État. Vous savez qu'il y a cette confiance qui a été donnée à certains nombres de politiciens qui ont eu à en abuser après. Et il faut corriger ces erreurs-là par de nouveaux acteurs politiques. Et je pense que ce qui vient de se passer va réellement être au bénéfice de la population. Maître Roger Lossala, je rappelle que vous êtes premier président de l'UNAFEC, mais l'actualité, c'est aussi cette candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle portée par les G7. Ça vous secoue un peu? C'est un non-événement pour nous, pour la majorité. C'est un non-événement. Ce n'est pas parce que 7 individus décident de voir, je ne sais pas, vous avez cité Katumbi être président de la République et que c'est ça la volonté de toute une nation. C'est une volonté de 7 personnes qu'on appelle G7. Et les G là qu'on appelle, d'ailleurs, j'ai été à Lubumbashi, on est en train de les appeler les 7 personnes gourmands. Ils l'ont fait parce qu'ils savent pourquoi ils l'ont fait. Souvenez-vous, parmi eux, parmi les 7 membres de ce groupe-là, il y en a un qui a eu à demander 5 millions au chef de l'État pour tourner le dos à ce monsieur-là de Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, c'est lui-même le monsieur... Des allégations que vous ne pouvez pas prouver, maître. Eh bien, écoutez, nous sommes en politique. Moi, quand je parle, je sais de quoi je parle. J'avais même cité les noms. Il s'agit de Kyungwa Koumanza, qui a eu à demander 5 millions de dollars, plus 250 camions track pour qu'il tourne le dos à ces Moïse-là. Comprenez les motivations de ce monsieur par rapport à leur choix. Donc c'est un non-événement pour la nation congolaise et un non-événement pour la majorité présidentielle. Et est-ce que vous pensez que les voix du Katanga ou de l'ex-Katanga ne vont pas s'émietter dès lors qu'on sait déjà que c'est un réservoir de la majorité présidentielle? Écoutez, les élections de gouverneurs l'ont prouvé. Parce que les mêmes personnes que vous venez de citer avec Moïse Katumbi, ils ont mis le paquet pour avoir aussi leur gouverneur. Parce qu'il y avait aussi leur candidat. Mais le résultat, c'est quoi? Donc, vous comprendrez qu'ils ont tout simplement dit tout haut ce qui se disait tout bas.
Et au niveau de l'ex-Katanga, toujours, c'est une perte énorme pour la majorité présidentielle de perdre quelqu'un comme Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est le produit de Joseph Kabila, madame. Moïse Katumbi est reconnu aujourd'hui comme étant Moïse Katumbi. C'est grâce au chef de l'État, Joseph Kabila. Vous ne connaissez pas l'histoire de ce monsieur. Bon, nous avons eu le temps de passer pour expliquer comment est-ce que ce monsieur est venu sur la scène politique. Écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes un populaire président d'une équipe de football que vous pouvez prétendre à gérer le pays comme le Congo. Bon, s'il en est le cas, prenons aussi Ibenge. Ibenge peut aussi être président de la République, candidat président de la République, parce qu'il est populaire par les exploits qu'il fait au niveau du football. Prenez aussi le petit Méchac, qui marque beaucoup de points. Lui aussi, il sera porté. Il n'a pas d'ambition politique. Écoutez, c'est pour vous dire qu'il faut faire la différence, il faut faire la part des choses. Quand on fait la politique, c'est la politique. Quand on fait l'économie, c'est l'économie. Quand on fait le mécène, c'est le mécène. Donc il ne faut pas confondre les choses parce que le peuple congolais, ce ne sont pas des joueurs. Les Congolais, ce ne sont pas des joueurs que vous pouvez manipuler sur le terrain. Et quand vous êtes sur la scène politique, il y a des exigences qui dépassent même les normes sportives. Donc je pense que pour nous, c'est libre chance à lui. Il y a la Constitution qui lui reconnaît ça. Les discours, c'est bien bon, comme vous les faites d'ailleurs déjà, mais vous pensez également qu'il faut poser des actes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de les faire? Vous pouvez relever les défis, vous, seul, de la majorité présidentielle? Écoutez, regardez à l'accession de la souveraineté suprême du président de la République, quand il a pris ce pays, nous étions dans quel état? Et aujourd'hui, faites les bilans. Et là, vous allez comprendre par rapport à votre question. Donc, le défi de la majorité, le défi du président de la République, c'est d'amener ce pays vers l'émergence, vers un pays qui va compter parmi les pays les plus développés. Donc, ce n'est pas un travail qui concerne un seul individu, le président de la République, mais c'est la conjugaison des efforts de tous les acteurs politiques, surtout de la majorité, pour en arriver là. Entre-temps, les G7 demandent à votre haute autorité morale d'agir conformément à la Constitution et de ne pas briguer un troisième mandat. Votre réaction? Écoutez, si vous êtes... Aujourd'hui, c'est dommage qu'il y ait quand même aussi des maçons, qu'il y ait des joueurs qui essayent aussi d'interpréter la Constitution. Parmi le G7, je ne vois pas quelqu'un qui peut expliquer à la population le premier et au dernier article de la Constitution. Parce que le respect dont il parle, il s'agit de quoi? Il s'agit de quel article qui a été violé? Et la Constitution, c'est l'émanation de la population. C'est la volonté du peuple, ce n'est pas la volonté des G7. Le G7, ce sont des 7 personnes gourmands qui émettent leur point de vue. C'est tout à fait normal, mais ils doivent savoir que la Constitution, ce n'est pas l'émanation de G7, c'est l'émanation, c'est la volonté de la population congolaise qui a eu à voter par référendum cette constitution-là. Et parmi eux, je ne vois pas quelqu'un aujourd'hui qui peut parler au nom du chef. Ils ont reçu quel mandat? Ils ont reçu quel mandat? Il n'y a que le peuple congolais qui peut se prononcer. Et je vous dis qu'actuellement, la majorité de la population congolaise donne encore leur confiance au président de la République. Il y a même les débats sur la vacance de pouvoir qu'on a conféré. Quelle lecture faites-vous de cette problématique? C'est une déception pour moi de voir et de constater que les gens qui aujourd'hui se poumonent devant les médias pour expliquer la vacance au niveau de la présidence à la tête du pays, sans pour autant lire l'article 70, 70 de la Constitution. On dit à la fin du mandat, le chef de l'État reste en place. On ne dit pas qu'il y a vacances. On dit le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Comment, je ne sais pas, peut-être ils ont une autre copie de la Constitution que nous lisons. Donc, vous allez comprendre avec moi, c'est une volonté avérée. Donc, c'est une volonté d'induire la population en erreur. Et c'est pourquoi on est en train de lire à moitié les dispositions constitutionnelles. Et le dialogue continue à traîner. Finalement, il n'y a pas un problème. Selon vous, est-ce que le blocage n'est pas réel, n'est pas concret? Le blocage par rapport à quoi, madame? Parce que le dialogue a été, c'est la volonté du président de la République de rassembler la population congolaise, c'est-à-dire les uns et les autres, autour d'une table pour parler.
Et quand vous parlez du retard, retard par rapport à quoi? Parce qu'il faut faire la différence entre la précipitation et la convocation réelle de ces assises-là. Le président de la République n'applique jamais la précipitation dans ce qu'il fait. Il prend le temps de mûrir, il prend le temps d'étudier les faisabilités de la convocation de ces forums, et je pense que nous devons lui faire confiance. Et pour moi, ce qui me concerne, je pense pour ces assises-là, il y a des gens qui ne peuvent pas se retrouver là-bas. Là, ça n'engage que moi. Les gens comme les G7, là, que moi j'appelle les salopettes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont eu à gérer ces pays depuis avant que moi je puisse naître. Et aujourd'hui, ils sont encore là. Ils se retrouvent là en train d'embrouiller la population sur je ne sais pas, des crises inutiles. Regardez toutes les crises que nous avons connues dans ces pays. À la tête, il y a toujours ces gens-là. Il y a même des gens qui, aujourd'hui, doivent se retrouver au niveau de la CPI. Mais nous sommes avec eux ici, en train de parler constitution, en train de parler dialogue. Je pense que ces assises-là, c'est pour les gens de bonne foi, pour les gens qui ne sont pas trempés dans le génocide, dans le vol, dans le détournement de deniers publics. Vous parlez de Moïse, madame. Comment vous pouvez parler de quelqu'un qui a géré la province pendant tout ce temps avec les dons et qui, après son départ, sa démission, parce qu'il n'a pas été limogé, lui-même s'est retiré? On trouve dans la caisse un déficit de plus de 200 millions de dollars que la province doit payer. En revenant au dialogue, est-ce que vous attendez toujours l'aval de l'UDPS pour déclencher la machine? Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été, disons, ce dialogue, c'est juste pour permettre à tous les Congolais de se regarder dans le face, sauf les membres du G7, et de parler vrai et de parler politique. L'UDPS, j'ai beaucoup d'estime pour le président Tshisekedi, j'ai beaucoup de respect envers cet homme d'histoire dans notre pays, et je pense qu'il pourra quand même arriver un jour à faire comprendre à son parti la vraie raison d'être de ces forums, d'autant plus que lui-même était le tout premier à parler du dialogue. Maître Lossala Roger, au Conseil de sécurité de l'ONU, on parle du dialogue qui respecte l'esprit de la Constitution. Cela suppose quoi? Madame, moi je suis congolais, je suis né dans ce pays, je n'ai jamais été aux États-Unis, je n'ai jamais été je ne sais pas où. Et quand le Conseil de sécurité s'est réuni parle du dialogue dans le respect de la Constitution, ces gens doivent savoir qu'avant de parler, il faut d'abord venir au pays, vivre ce que nous sommes en train de vivre. Souvenez-vous que dans ce même pays, nous avons eu à acheter le pain, le petit pain Victoire là, à 2 millions de nouveaux Zaïre. Nous avons acheté ce pain-là à 2 millions de nouveaux Zaïre. Et parfois, selon la dimension, ça allait même à 1 milliard de nouveaux Zaïre. Est-ce que vous voulez que le peuple congolais puisse retourner encore dans cette vie, dans cette crise que nous avons connue? Je ne pense pas. Avant de parler, avant de se réunir dans un bureau climatisé, il faut d'abord connaître ce que les Congolais sont en train de vivre et la volonté des Congolais. Mais est-ce que quand le Conseil de sécurité de l'ONU refuse d'accéder à la demande de la RDC de réduire de moitié les troupes de la MONUSCO, est-ce c'est un message clair que l'ONU lance comme ça par rapport au processus électoral en RDC? Ce pays nous appartient, madame. Ce pays, c'est notre pays. Et dans ce pays, il y a un président de la République qui s'appelle Joseph Kabila Kabange. Ce pays n'appartient pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce pays n'appartient pas, ce sont des partenaires politiques de notre pays et je pense qu'ils doivent revenir à la raison avant que les pires arrivent. Et à cette allure où des positions sont diamétralement opposées, on ne va pas bloquer davantage le processus électoral, vous pensez? Écoutez, il y a une commission nationale qui est mise en place, donc on appelle la CENI, et c'est cette commission qui juge l'opportunité d'engager le pays sur la voie des élections. C'est cette commission qui est un service technique en matière électorale. Il n'y a pas une autre explication que nous pouvons recevoir donc d'un autre organe à part la CENI. Et je pense que nous continuons à faire confiance à la CENI, qui est notre commission en la matière, et
ce n'est pas le Conseil de sécurité qui organise les élections au Congo ou dans d'autres pays. Si ils ont fait ça, ils devaient d'abord commencer par le Congo-Brazzaville, le Rwanda et ailleurs. Donc, qui nous laissent un peu travailler. Nous avons des gens suffisamment intelligents, nous avons de la matière grise et nous faisons confiance à notre commission. Maître Roger Lossala, quelle chance donnez-vous au gouverneur élu des nouvelles provinces issues de l'AMP? Non seulement la chance de réussir, mais aussi la chance, donc la volonté de vouloir exprimer réellement ou d'imprimer la politique du chef de l'État au niveau des provinces. Parce que longtemps, nous avons connu des gouverneurs qui ont eu à bloquer cette politique imprimée par le chef de l'État au niveau des provinces. Donc, c'est l'occasion ici que le chef a donné à chaque personne de pouvoir, disons, d'être le courroie de transmission entre la politique au niveau de Kinshasa et au niveau des provinces. Merci pour tous ces éclairages autour justement de la victoire de la MP dans les provinces démembrées. Maître Roger Lossala, je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'UNAFEC, un parti bien évidemment de la majorité présidentielle. Bien sûr. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Voilà qui nous amène à marquer une toute petite pause. Fidèles téléspectateurs, on se retrouve juste après. Le temps pour moi d'installer notre deuxième et dernier invité. À tout de suite. Strong Shake, le nouveau milkshake. La meilleure option pour te donner de la force et de l'énergie toute la journée. Agite-le et emmène-le partout avec toi.